Lisandro Otero. Dans la Ford bleue. Lisandro Otero est né à La Havane en 1932. Il a été correspondant de presse et a voyagé en Europe, en Amérique et en Afrique. En 1955, il a reçu le prix de journalisme Juan Galberto Gómez pour une série de reportages sur la guerre d'Algérie. Après la victoire de la révolution cubaine, Otero a occupé divers postes officiels. Son premier recueil de nouvelles, Tabaco para Jueves Santo, paraît à Paris en 1955. En 1956, Otero rejoint les révolutionnaires cubains. En 1960, il publie un reportage, Cuba, zone de développement agraire. En 1963, il publie La Situación, prix Casa de las Américas, qui évoque Cuba dans les années 50. En 1964, le court roman Pasión de Urbino obtient une mention au prix Biblioteca Breve. Il sera publié en 1966 à Buenos Aires et en 1967 à La Havane. En 1970, l'écrivain cubain publie En Ciudad Semejante, suite de La Situación. Le roman évoque les luttes dans la Sierra Maestra et le passé révolutionnaire de Cuba. La même année, Otero publie un livre de témoignages, En Busca de Vietnam. De 1972 à 1977, Otero écrit General a Caballo, un court roman sur la dictature au quotidien, satirique et plein d'ironie. Le dernier roman de Lisandro Otero, Temporada de Ángeles, évoque la Grande-Bretagne au temps de Cromwell. Quelques essais de l'écrivain cubain ont été recueillis dans Trazados en 1977. Ils avaient l'automobile, et c'était cela l'important. Pour transporter quelque chose, il faut 4 roues, et le reste est secondaire. Le mouvement leur avait prêté la Ford bleue qui, malgré une bougie défectueuse, pouvait monter à 80 en moins de 100 mètres. Antonio l'a mis dans le garage et marcha jusqu'à la maison. Elle marche bien ? Elle roule bien. Mais vraiment bien ? Mais qu'est-ce qu'il te faut ? Elle marche, elle court même. Aide-moi à charger. Comme ça, dans la rue ? La maison n'est pas grillée. Il n'y a pas de mouchard ? Je suis presque sûr que non. Ils entrèrent dans la maison. Le salon était vide. Dans la première pièce, il y avait un lit de camp en toile et un pistolet par terre. Dans la seconde pièce, couverte d'un nylon, se trouvait la machine à polycopier. À côté d'elle, 4 paquets. Portes-en 2, et moi 2, dit Yoyi. Mais elle est sur le siège de devant. C'est mieux dans le coffre à bagages. C'est la première chose qu'il fouille. Sur le siège, ça se remarque moins. En sortant, Yoyi appuya ses paquets sur la rampe pour fermer la porte à double tour. Ils montèrent dans la Ford et Antonio sortit en marche arrière. Ils passèrent du nouveau quartier à la rue Charles III. Ils traversèrent en face de la villa des Moulins. « Voilà un bon endroit, dit Yoyi. Il est grillé, c'est la FEU qui l'a grillé rapidement. » Ce n'était pas la FEU, mais c'est un bon endroit. Oui, oui, très bon. On y faisait même des exercices de tir. Il est très bien, quel dommage. Il y en a de mieux. Pas aussi bon, pas avec autant d'espace. Maintenant, il est très surveillé. C'est très près de l'université. Antonio profita du feu rouge pour allumer un régalia extra fin. Il toucha les paquets. Il est bon ce numéro ? Il donne des nouvelles, répondit Yoyi. De la Sierra ? De tout. Il doit être bien. Quand le feu passa au vert, ils continuèrent. Antonio faisait attention à ne pas dépasser 50 à l'heure. Le moteur ronronnait tranquillement. Ils traversèrent en face du château fort du Principe. En haut de la colline, les créneaux et les silhouettes des gardes. « Tico est là ?» dit Antonio. S'il n'y avait que Tico. Tico est le dernier. Il n'y a jamais de dernier. C'est peut-être moi ou toi. Il a eu de la chance. Il est vivant. Sais-tu comment ils l'ont pris, Antonio ? Non, dis-moi. Il était dans l'autobus 28, dans la 23e rue et au coin de Paseo. Il voit un homme qui lui dit bonjour depuis la rue. Tico répond à son salut. L'homme monte dans l'autobus et le trajet se poursuit. Tico pensait que c'était un ami de son père. Tico descend à la rue G et l'homme aussi. Tico s'approche de lui et lui dit bonjour. L'homme lui dit « Comment va ta maman, Tico ?» Il répond qu'elle va bien et, pour dire quelque chose, il lui demande des nouvelles de sa femme. « Où vas-tu maintenant ?» Tico lui dit qu'il va chez son cousin, à l'immeuble Chibas, là où il allait réellement. « Et alors ?» 10 minutes plus tard, le type de l'autobus se présenta avec 3 hommes de la police et ils l'emmenèrent, lui et son cousin. « Quel imbécile !»« Ça peut arriver à n'importe qui. »« Oui, ça peut arriver à n'importe qui, s'il est mou. »« À n'importe quel moment ?»« Non, quand on les a à ses trousses, on garde les yeux grands ouverts et on se méfie même de son ombre. Mais quand on les a à sa trousse, on ne vit pas. Tu ne sais pas si tu vas vers Principe ou ici, dit Yoyi en montrant de son doigt la façade monumentale du cimetière de Colonne. Ils avaient descendu toute l'avenue de Zapata,
et ils tournèrent devant Colonne pour prendre la 12e rue. À cet instant précis, dans un grincement de pneus, ils furent interceptés par la voiture de police. « Mets-toi là !» cria le brigadier en descendant, une mitraillette à la main. Un autre policier descendit de l'autre côté, et le brigadier lui remit la mitraillette pour qu'il le couvrît pendant qu'il s'approchait de la Ford bleue. Antonio sentit que son estomac se contractait, comme s'il allait fondre. Le brigadier s'accouda à la vitre et vit les paquets. « Que transportez-vous là ?»« Des médicaments, » dit Antonio. « Pour la rebelle ?» dit le brigadier en souriant. « Ne plaisantez pas avec ça, brigadier. Je travaille dans un laboratoire. »« À qui est cette voiture ?»« À moi ?»« Bon, eh bien sa plaque minéralogique est périmée. »« Périmée ?»« Périmée. »« Mais comment est-ce possible ?»« Te voilà au courant. »« Que peut-on faire ?»« Je dois emmener la voiture. »« S'il vous plaît, brigadier, laissez-la moi, ne serait-ce qu'un jour de plus. Aujourd'hui même, je vais renouveler la plaque. C'est que j'ai eu beaucoup de travail. »« Pas question, je dois l'emmener. » Le brigadier jouissait visiblement des ennuis qu'il causait au garçon, et Antonio insista pour satisfaire le sadisme de l'agent de police qui refusait. « Laissez-la moi, au moins un jour de plus, brigadier, même pour un jour. »« Non, non, ça suffit comme ça. Allons au 9e poste. Tu sais où c'est ?»« Oui, à Zapata. »« Bon, vas-y, nous te suivons. » Antonio mit le moteur en marche et attendit que les policiers soient montés dans la voiture de police pour passer la première. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Yoyi. « Il faut que tu descendes, dit Antonio. Prends les paquets et descends à l'angle de la 12e et de la 23e rue. Fais-le naturellement, ne te presse pas. » La Ford descendit par la 2e rue, suivie à courte distance par la voiture de police. Ils s'arrêtèrent au feu rouge de la 23e rue. Yoyi prit 3 paquets dans ses bras. Il y arrivait à peine. Le dernier, c'est Antonio qui le lui plaça. Il lui cachait presque le nez. Antonio ouvrit la portière et Yoyi descendit, en faisant de l'équilibre avec les paquets. La voiture de police accéléra brusquement pour se placer à côté de la Ford. « Qu'est-ce qu'il fait, celui-là » interrogea le brigadier. « Il doit continuer ses démarches, brigadier, sinon on va nous mettre à la porte. » Il ne répondit pas. Le brigadier avait bien déjeuné et fumait un bon cigare. Il était heureux. Le feu vert. La voiture de police passa d'abord. Antonio la suivit. En tournant à la 23e rue, il regarda Yoyi dans le rétroviseur. À cet instant, le 4e paquet se balançait, et Yoyi essayait de le stabiliser, mais il n'y parvint pas, et le paquet tomba sur le trottoir et se défit. Les feuillets s'envolèrent, recouvrirent le trottoir et l'asphalte de la rue. 2 mots épais, chargés d'encre, pouvaient se lire de loin. Grève, et plus bas, assassin. Yoyi se mit à marcher, avec les 3 paquets, en direction de la 25e rue. Les piétons qui attendaient à l'angle de la 12e et de la 23e rue virent les journaux et lurent les mots. Une femme commença à faire une petite promenade inquiète et courte. Un homme marcha jusqu'à l'autre coin pour y attendre l'autobus. Personne ne dit rien. Yoyi disparut en tournant dans la 25e rue. Au 9e poste de police, Antoine remit sa carte d'identité au sergent de garde et la carte d'immatriculation de la Ford. « La carte n'est pas votre nom. »« Je le sais, dit Antonio. »« Qui est cette Maria Ruiz ?»« Ma tante. Bon, c'est elle qui doit reprendre la voiture quand elle aura la nouvelle plaque. » Le sergent lui rendit les papiers. « Et moi ? Vous pouvez partir. » Antonio allait arriver à la porte lorsqu'une voix s'écria du fond. « Un moment !» Le policier de garde lui interdit le passage avec son garant. Antonio se retourna. C'était un homme avec un pantalon blanc et une chemise bariolée qu'il portait avec les pans à l'extérieur. « Toi, je te connais !» Antonio distingua à la ceinture de l'homme qui s'approchait de lui la forme du 45. Il sentait son estomac se contracter à nouveau. « C'est toi, Ernesto Suarez, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur. »« Comment non ? Je suis un menteur, peut-être ?»« Non, monsieur, vous n'êtes pas un menteur. »« Voyons, Ramon, je suis un menteur ? » ?»« Non, mon lieutenant. »« Toi, Candela, j'ai la réputation d'un menteur ? » ?»« Non, monsieur. »« Tu le vois, mon petit Ernesto. Moi, je ne mens pas. »« Cela se voit tout de suite, lieutenant. »« Comment sais-tu que je suis lieutenant ? » ?»« Parce qu'on vient de vous appeler comme ça. »« C'est toi, le petit Ernesto Suarez. » Antonio déboutonna la poche supérieure de sa chemise et en sortit sa carte d'identité. « Regardez, lieutenant. Ça, c'est moi. » L'homme à la chemise bariolée examina avec attention le document et se tourna vers le sergent de garde. « On n'a rien à lui reprocher ?»« Il s'agit d'une vieille plaque, » répondit le sergent. « Bon, tu peux t'en aller, mon petit Ernesto, puisque tu n'es pas le petit Ernesto. » Il donna à Antonio une petite tape sur l'épaule. « C'est dommage, parce que toi, tu peux supporter un certain nombre de coups. »« Je regrette, lieutenant. » Le lieutenant rit et s'en alla vers le point d'eau, remontant son pantalon qui glissait sous le poids du pistolet. Antonio sortit content du poste, parce qu'il s'en était bien tiré, mais cela lui faisait de la peine d'avoir perdu une voiture du mouvement. Il était fatigué. Il se rendit chez Blanca, dont le téléphone n'était pas sur table d'écoute. Il donna plusieurs coups de téléphone. Il apprit que Yoyi avait pris un taxi après être descendu de la Ford bleue, et
et ne s'était arrêté qu'au Cerro, et que les journaux étaient à l'abri. Blanca était agréable à regarder, jeune, et tout le reste. Elle lui offrit une citronnade fraîche qu'Antonio but avec une aspirine, dans le vestibule où soufflait la brise. Il partit à la tombée de la nuit. Il se rendit au marché central dans la voiture, et il prit une soupe chinoise avec beaucoup de pain. Il traversa la rue et entra dans un dortoir pour homme seul, et paya 25 centavos pour son lit. Il se coucha tout habillé pour qu'on ne lui vole pas ses vêtements. Il dormit 12 heures d'affilée, parce que la rencontre avec la voiture de police l'avait épuisé.